Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui aura pour thème comment favoriser l'adoption de Teams. Celui-ci fait partie de la continuité du premier webinaire que nous avons présenté il y a quelque temps sur avant j'avais Skype, maintenant j'ai Teams, et il fait partie d'une suite où dans le prochain webinaire on vous présentera quelques bonnes pratiques sur les usages de Teams. Si par contre vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous pourrez retrouver dans ce webinaire. Vous posez vos questions dans le chat et à l'issue de la session, avec les autres sessions, on y répondra au travers de notre blog et vous aurez le retour de les réponses à vos questions dans ce chat. Alors, le plan de la session que nous allons aborder ici en 30 minutes, nous allons tout d'abord se poser la question, pourquoi le changement, pourquoi Teams, pourquoi changer. Nous allons aborder, oui, on a Teams maintenant, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quel va en être l'usage et pour qui est-ce destiné. Nous allons voir après derrière au niveau du plan comment organiser la transformation pour faire l'usage de Teams, mais surtout derrière comment nous allons accompagner ces équipes vers la mise à jour vers Teams. Puis on fera un petit focus sur quelques bonnes pratiques d'usage de Teams si on veut en favoriser l'adoption, et on finira par la conclusion. Les objectifs qu'on va se fixer au cours de cette session, ça va être un petit peu d'identifier les différentes étapes favorisant l'adoption et surtout comment on va appréhender cette démarche de transition. Dans cette session, nous allons aborder cette adoption de type non pas d'un point de vue technique, mais plus d'une approche méthodologique, préconisant quelques bonnes pratiques. Il en va de soi que ce que je vais vous dire, il faudra l'adapter en fonction de votre structure, qui dépendra de plusieurs facteurs, dont la maturité digitale de l'entreprise, le nombre de salariés, savoir si vous êtes assis, si c'est une entité nationale ou internationale, si vous travaillez sur un seul site ou si vous avez plusieurs. Premier point que nous allons aborder, c'est pourquoi changer. Ce qu'il est un petit peu, on va faire un petit focus sur un petit peu notre façon de travailler. Si on regarde un peu dans un état passé, dans un état passé, on passait nos journées sur notre bureau avec à ce niveau-là, on était près de notre ligne de téléphone dédiée et on quittait simplement son bureau pour aller aux réunions hebdomadaires dans les grandes salles de réunion. Moi, je dirais que ce temps-là est un petit peu passé et de nos jours, on fait un petit peu plus de télétravail, on a des déplacements professionnels, on a le nomadisme qui se développe de plus en plus dans les entreprises. À savoir que par rapport à aujourd'hui, en 2007, les employés sont 4 fois plus nombreux à travailler en mobilité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons communiquer, travailler, collaborer n'importe quand, n'importe où, via de nombreux outils. Et on va voir comment, avec Teams, on va pouvoir comme ça, pouvoir collaborer à distance, cet outil collaboratif qui va répondre un petit peu à nos attentes. Pourquoi changer? On va faire déjà un petit focus sur ce que c'était que la collaboration. Aujourd'hui, quand on collabore, on fait, je dirais, partie de plusieurs équipes. On travaille avec plusieurs groupes de personnes, mais on travaille aussi, en plus de ça, en mode transverse, sous forme de projet. Et aussi en interne de l'entreprise, on peut aussi être amené à travailler au sein pour l'entreprise en produisant des documents, en produisant de l'information. Mais surtout, ce qui change dans notre façon de collaborer, c'est qu'on collabore aussi maintenant de plus en plus avec des personnes extérieures, des partenaires ou des fournisseurs. Je rappelle aussi ce que c'est que la collaboration. C'est que la collaboration consiste à participer à l'élaboration d'un résultat avec plusieurs personnes, construire un document, mettre en place un projet. Et généralement, où le bas blesse, c'est quand on va se servir de manière intensive de mail comme outil de collaboration. En effet, le mail, la messagerie, je dirais plus généralement, c'est pas le bon endroit pour sauvegarder des quantités importantes d'informations.
Ce qui va nous amener derrière à se dire qu'il va falloir qu'on change un petit peu nos habitudes de travail. Un petit focus sur la manière dont on travaille aujourd'hui. Lorsque l'on a une idée, lorsqu'on a un document, on aura tendance à le partager via notre messagerie à différentes personnes. On aura des échanges de commentaires, on partagera des pièces jointes. Et le fait d'envoyer comme ça un mail à 12 personnes au sein de son organisation, accompagné d'une pièce jointe, par exemple pour modifier une présentation PowerPoint, on peut retrouver ça de manière un petit peu improductive. Ce qui va nous amener à faire évoluer notre pratique de collaboration, et dans notre pratique de collaboration, ce qui va changer, c'est que on va, notamment avec Teams, on aura tendance à déposer plutôt ce document dans un espace commun où on va tous venir de manière synchrone ou asynchrone, venir modifier ce document, faire de la coédition. Et avec Teams, on verra qu'on pourra le faire soit au travers de l'application Teams, soit à partir de l'application online, mais aussi à partir de son smartphone ou alors à partir de son PC. Cette évolution de travailler aura derrière forcément un impact sur la culture d'entreprise, sur la façon dont nous allons travailler. Et dans cette cette évolution de façon de travailler, il faudra derrière embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation avec l'évolution de ces outils digitaux. Donc, il va falloir tout d'abord de définir avec Teams pourquoi faire, pour quel usage. Alors, dans les premières étapes, une fois qu'on veut mettre en place Teams, je pense que la première étape, avant de savoir de ce qu'on va pouvoir en faire, pour quel usage on va avoir de Teams, il faudra tout d'abord le découvrir et comprendre le fonctionnement de Teams, c'est-à-dire de comprendre ce que sont que les équipes, ce que sont que les canaux pour communiquer, de ne pas hésiter à faire vos premières équipes pour que vous fassiez une idée du fonctionnement de l'outil, de voir aussi comment on fait pour accéder à ces applications de la suite Office 365, que ce soit le bloc-notes, le SharePoint, le Planner, le Stream, de ne pas aussi hésiter à rajouter des onglets pour accéder à des applications tierces comme Trello, Jira ou Adobe. Et ces fonctionnalités qu'on va ajouter, ces fonctionnalités de collaboration, il faudra bien penser à bien les structurer dans les canaux. Ce qui nous permettra au bout d'un moment de découvrir que Teams, dans ce mode de fonctionnement, on a un accès unique à l'ensemble de ces outils et de ces fichiers dans la même interface. Le fait de bien pouvoir comprendre Teams va, derrière, améliorer notre façon de collaborer améliorer notre façon de collaborer au-delà des fonctionnalités de stockage de fichiers et des conversations. Ce qui est important, c'est que votre propre utilisation de Teams est importante derrière pour la qualité de votre projet d'adoption. Donc, une fois que vous aurez bien découvert l'outil, l'étape suivante, ce sera de mettre en place des scénarios d'usage. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de rencontrer des acteurs clés au sein d'une division, d'un service, de manière à bien définir leurs besoins. De définir des scénarios d'usage, d'imaginer des scénarios métiers dans lesquels Teams sera une plus-value. Petit conseil, je vous invite à commencer petit en prenant des scénarios qui pourraient correspondre à un impact élevé avec des faibles moyens de mise en place. Une fois qu'on aura défini ces scénarios d'usage, on va mettre en place des pilotes pour identifier qui seront basés sur ces scénarios que vous avez mis en place dans des cas d'usage professionnels. De réaliser des pilotes en incluant des utilisateurs professionnels, des key users, mais aussi des experts de la technologie de l'information. Ce qui va permettre derrière d'obtenir des commentaires auprès des utilisateurs sur leur première expérience et aussi peut-être d'utiliser leurs idées pour d'autres schémas d'usage. Donc, une fois que nous aurons récolté ces informations, il sera important de faire des partages de retours d'expérience, c'est-à-dire d'essayer d'interroger les premières personnes intégrées et de collecter leurs commentaires et leurs informations.
Le fait de partager des exemples concrets à l'intérieur de votre entreprise ou d'un service est extrêmement utile pour faire parvenir un changement soutenu au fil du temps avec ses utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le feedback est vraiment au cœur des nouvelles méthodes de travail issues de ces nouvelles technologies. L'étape d'après, ce sera de pouvoir bien communiquer votre vision, d'expliquer vos choix, d'expliquer les enjeux et de présenter surtout clairement les bénéfices attendus pour l'entreprise, mais aussi surtout ce qui est important pour les collaborateurs. Le fait que si vous voulez vraiment faire de l'adoption, il faut que les collaborateurs se sentent concernés sur le projet et qu'ils y retrouvent un intérêt. Prenez vraiment bien le temps d'expliquer tous ces bénéfices à l'ensemble des utilisateurs. Comment va-t-on organiser cette transformation? Au départ, ce qui est important, c'est bien d'identifier les parties prenantes, c'est-à-dire d'identifier les sponsors, les ambassadeurs, les managers, puisque c'est elles qui vont porter le projet. Si vous n'avez pas ces personnes qui se lancent aussi dans ce projet, la possibilité d'adoption en sera d'autant plus réduite. Puis pensez également à concevoir et préparer votre campagne d'adoption. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de déployer le logiciel Teams pour inciter le changement dans votre organisation. Il faut créer de l'envie au niveau des utilisateurs sur l'usage de Teams en mettant en avant les bénéfices pour l'entreprise, mais surtout pour les utilisateurs. Favoriser la collaboration avec Teams est plus une question de personnes que de technologie. Attention à ne pas mettre trop de changements simultanément, car ça pourrait nuire à l'acceptation et à la productivité des équipes. Prévoyez derrière de créer votre programme d'adoption pour le déploiement de Teams, car il faut savoir que travailler avec Teams et collaborer, c'est avant tout un état d'esprit et de valeur, et il est important de bien sensibiliser les utilisateurs aux possibilités croissantes d'efficacité et de collaboration que va proposer Teams. Mettez en place une méthode de retour d'expérience de manière à pouvoir construire qui sera basé sur l'expérience des utilisateurs qui ont été les premiers personnes à utiliser les outils. Puis mesurer et partager les réussites, c'est-à-dire qu'on va identifier en amont les réussites d'usage de Teams au travers des équipes et mettez en avant surtout les avantages que propose cette solution par rapport aux irritants. Puis adaptez vos messages pour communiquer autour du projet, personnalisez vos messages, vos commentaires sur la mise en place de Teams dans votre équipe. Mais ce qui est très important, ce qui permettra surtout, une phase importante, c'est de préparer les collaborateurs à l'évolution de la façon de travailler. Car ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on va mettre Teams en place en disant voilà, c'est le nouvel outil de collaboration. Les gens collaborent depuis des années au travers de leur messagerie. C'est une méthode qui leur convient bien. Ils utilisent ça depuis un certain moment. Et le fait de leur proposer un outil, forcément au départ, il y aura de la résistance au changement, et ce qui est un phénomène naturel de la part des utilisateurs. Comment on va accompagner les équipes? Il faut d'abord que les équipes soient au centre du plan d'accompagnement. Ce changement culturel, cette nouvelle façon de travailler, il faut préparer les utilisateurs.
Donc, préparer le changement culturel, généralement, les personnes n'aiment pas changer leurs habitudes, hein, ils aiment rester dans leur zone de confort. Ils n'aiment surtout pas le changement qui ne sert à rien. On leur a déjà proposé plusieurs fois des outils qui sont restés quelque temps, et derrière, on est revenu au point de départ. Ils aiment le changement surtout quand ça leur rend la vie meilleure, car ils n'aiment pas devoir tout réapprendre ce qu'ils connaissent. Comme je disais, sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué et on aime bien garder ses habitudes. On n'aime pas redevenir un novice, mais plutôt tout réapprendre, mais plutôt rester sur ce qu'on sait déjà. Et surtout, les changements qui sont acceptés par les utilisateurs, c'est ceux où ils perçoivent un bénéfice, une valeur ajoutée. Puis présenter le périmètre d'utilisation de Teams. Quand utiliser ce nouvel outil à côté de ma technologie existante? C'est-à-dire, si on reprend, si avant vous aviez Skype, c'est-à-dire est-ce que on garde les deux? Est-ce qu'on en supprime un? Voilà, il faudra leur expliquer le positionnement un petit peu de cet outil par rapport aux outils qu'ils connaissent déjà. Puis il leur explique aussi qui est aussi autorisé à utiliser cet outil avec moi. Est-ce que c'est ouvert qu'en interne ou alors est-ce que c'est ouvert aussi à l'extérieur? Quels sont les usages qu'on va en avoir? Mais c'est aussi de les rassurer, de les sécuriser concernant les informations qui vont y stocker dedans. C'est-à-dire que si vous avez des informations hautement confidentielles, est-ce que tout le monde aura accès à ces informations ou simplement un certain nombre de personnes restreintes? Pensez également à les sensibiliser et à les former, c'est-à-dire proposer plutôt des formations adaptées en se basant sur des cas concrets pour qu'ils puissent s'identifier. Proposer des ressources de formation courts, des vidéos tutos, des cas d'usage, de manière à ce qu'ils puissent vite prendre en main et accéder à certaines fonctionnalités importantes de l'usage de Teams. Mais ce qu'il ne faut pas non plus derrière, c'est négliger le renforcement des connaissances. C'est un travail de longue haleine. Ce renforcement des connaissances va permettre dans le temps d'avoir l'ancrage de ces bonnes pratiques dans l'usage de Teams. Dernier point important qu'il ne faut pas oublier pour accompagner les équipes, c'est les relais de proximité, qui sont vitaux. Pourquoi ils sont vitaux? Parce que comme ils ont testé l'outil en amont, ils ont capitalisé et accumulé de l'expérience et cette capitalisation qu'ils vont faire, ils vont la transformer en connaissance, ce qui va permettre d'influencer les équipes via des conversations informelles qui permettra derrière de mieux diffuser et d'ancrer plus efficacement les connaissances. Car on le sait, l'apprentissage par le biais des collègues est l'une des méthodes les plus efficaces et les plus utilisées. Ces relais de proximité permettront aussi d'expliquer le sens de la transformation de ces nouveaux usages et de rassurer les utilisateurs. Ils partageront leur retour d'expérience, ils créeront de l'émulation, ils vont pouvoir susciter de l'enthousiasme et de la motivation qui favorisera dans le temps l'adoption de cet nouvel outil de travail. Puis ils permettront aussi, ces relais de proximité, de faire appliquer ces nouvelles méthodes de travail aux équipes. Et dans l'autre sens, ils permettront aussi de faire remonter les commentaires des utilisateurs vers l'équipe projet et vers les sponsors. Ce qui va nous amener à comment accompagner les équipes, quelques erreurs à ne pas commettre. C'est surtout de se dire au départ que ce projet est centré sur la technique, mais pas sur l'humain. C'est une erreur courante. Si vous souhaitez que les utilisateurs adoptent Teams, accompagnez-les. C'est vraiment eux qui feront que l'outil sera bien mis en place et qui sera utilisé par l'ensemble des collaborateurs.
Exclure les VIP, c'est eux qui vont porter le projet. Le fait de les exclure risquerait, je dirais, il est important que ces personnes soient le soutien et qui portent le projet de manière à ce qu'il soit, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il soit actif en complément du directeur de l'information, puisque c'est quand même eux qui ont décidé de mettre en place l'usage de Teams. De bien penser aussi à former et à outiller ces relais locaux. Car c'est eux qui vont porter aussi auprès des utilisateurs le projet. Et le fait de pas les former risquerait d'entraîner derrière, je dirais, une surcharge de l'activité des services support. De se limiter à un plan de communication qui serait résumé à un seul mail, aujourd'hui, c'est d'avoir l'impression trompeuse que ce sera de gagner du temps, mais aujourd'hui, mais dans le temps, on risquera d'en perdre car il faudra dépenser beaucoup d'énergie pour motiver les collaborateurs à l'usage de cet outil. Surtout que ce ne sont pas les moyens qui manquent pour communiquer autour des projets de Teams, puisqu'on pourrait communiquer par affichage, par intranet, de faire des stands. C'est ce qui va permettre derrière de fédérer l'ensemble des utilisateurs autour du projet et surtout de ses bénéfices. De ne pas négliger la formation non plus. Alors on évitera bien sûr les formations trop générales et rébarbatives car elles risqueraient d'être contre-productives, mais plutôt faire des petites sessions de formation sur des exemples concrets pour qu'elles soient adaptées et contextualisées qui permettraient une meilleure appropriation de l'outil. De pas vouloir imposer l'outil, mais plutôt de faire une transition en douceur. Chez nous, on a eu Skype, maintenant on a Teams, et les deux outils cohabitent très bien. Et je me rends compte qu'au sein de l'entreprise, petit à petit, l'ensemble des utilisateurs délaissent un petit peu Skype et s'approprient de plus en plus Teams, et on aura bien sûr plus tendance à utiliser Teams maintenant, puisque les deux produits coexistent bien. Concernant la formation, surtout ne pas oublier le renforcement, c'est-à-dire que c'est pas parce les utilisateurs ont accès à l'outil qu'ils ont été formés que l'adoption est forcément acquise. Si vous voulez que l'adoption perdure dans le temps, il faut la piloter, il faut accompagner les utilisateurs et ne pas hésiter à faire plusieurs sessions dans le temps d'accompagnement et d'imaginer à chaque fois, je dirais, de nouvelles possibilités d'usage de Teams. Et enfin, dernier point, des erreurs à ne pas commettre, je dirais, c'est de compter uniquement sur la chance. Le changement d'habitude et l'adoption, c'est pas un phénomène naturel. Il faut bien au contraire penser à anticiper les difficultés d'adaptation et de les détecter de manière à mieux y répondre. Le fait de compter uniquement sur la chance, c'est comme si on se disait que la résistance au changement n'existait pas. Quelques bonnes pratiques d'usage de Teams. Je dirais que la première des choses, elle semble évidente mais d'importance, c'est de toujours garder l'application ouverte. Lorsque je fais des accompagnements sur le terrain, il y a parfois des personnes qui ne veulent pas que l'application démarre automatiquement sur leur poste, et forcément si l'application ne démarre pas automatiquement, les gens ne l'utilisent pas et ça ne favorise pas l'adoption. Donc il est bien important que l'application soit ouverte de manière à ce que les gens l'utilisent spontanément. Deuxième bonne pratique, c'est de centraliser les sujets, c'est-à-dire centraliser
toute la communication et les informations qui est liée à l'usage que vous en avez à faire par rapport au sujet que vous allez mettre en place à un seul et même endroit. C'est-à-dire résister à la fragmentation en remettant les informations un peu dans tous les sens, mais bien tout mettre dans votre équipe Teams, que ce soit aussi bien les conversations que les documents. On se rend compte avec le temps que on commence à utiliser Teams pour la partie conversation et documents, et puis avec le temps on reprend ces bonnes vieilles habitudes. Lorsqu'on va vouloir communiquer à un groupe de personnes, et ben on aura tendance, je dirais, à retrouver ces bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire à envoyer un mail avec la pièce jointe. Surtout, vous avez dans Teams la possibilité de notifier des personnes, de notifier des canaux, de notifier des équipes pour rappeler aux personnes que ce message les concerne. Le fait de centraliser les sujets favorisera aussi la collaboration autour des projets et donnera aussi une meilleure visibilité des travaux en cours. La communication, c'est de favoriser la communication avec Teams, c'est de comprendre aussi comment les équipes peuvent améliorer cette collaboration avec les fonctionnalités de conversation, soit one-to-one, soit de manière globale au travers des canaux. La coordination des projets s'en trouvera améliorée, puisque la communication est une part importante de la collaboration, surtout qu'on a divers outils de communication dans Teams, que ce soit aussi bien les réunions planifiées, que les réunions spontanées, que les conversations par messagerie instantanée, ou les conversations d'équipe. De partager aussi et de coéditer les documents, ça c'est une nouveauté. Beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur la partage et la coédition, en se disant oui, mais si la personne vient modifie mon document, ce document qui sera modifié, est-ce que je peux revenir à une version antérieure? Voilà, on a tout un panel d'outils tout autour qui va nous permettre quand même de faciliter le partage de documents. Quand on a des documents sur serveur ou qu'on s'envoie par messagerie instantanée, quand on regarde un petit peu dans le temps, on se retrouve avec plusieurs versions du même document. On a le document qui est stocké sur le serveur, sur son PC, dans sa messagerie ou dans la messagerie de l'autre. Le fait d'avoir le document en une place unique dans Teams va nous permettre derrière de toujours avoir accès à la dernière version du document. On sait où le document est stocké et on se partagera plutôt des liens que de se partager des documents en pièce jointe. Dernière des bonnes pratiques d'usage, lorsqu'on va vouloir communiquer avec l'ensemble des personnes de son équipe, on arrêtera d'envoyer des emails, mais on aura plutôt tendance à notifier les personnes pour leur indiquer qu'il y a un nouveau message, il y a une nouvelle information ou un nouveau document qui a été déposé, car on a travaillé pendant des années avec notre messagerie et c'est vrai qu'on reprend vite ces vieilles habitudes. En conclusion, pour bien réussir l'adoption de Teams, je dirais que déjà c'est de bien préparer votre organisation pour la collaboration avec Teams, de faire évoluer les états d'esprit des personnes, que d'encourager le changement dans votre organisation pour la mise en place de Teams, c'est une activité permanente, c'est pas un événement, ça prend du temps. Et pour toujours encourager le succès de l'adoption de Teams, il est important de rester autour de l'expérience des utilisateurs, c'est-à-dire rester centré sur eux. C'est eux qui vont favoriser l'adoption. C'est ces personnes-là qui sont au cœur de la transformation de votre entreprise et de l'usage de Teams. Je rappelle que si vous avez des questions et des interrogations, je vous invite à les poser dans le chat
N'hésitez pas à laisser vos questions. Nous répondrons à celles-ci au-delà de ce webinaire dans notre blog. Bah écoutez, merci à tous de votre écoute et de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.